Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans cette belle journée d'études. Effectivement, sous l'invitation de Jean-François et Stéphanie, je vais vous présenter cette étude des cas qui est l'aménagement de ce qu'on appelait les jardins des vestiges et qui désormais est appelé les ports antiques de Marseille et qui est une expérience des projets de conservation et de présentation d'un site archéologique majeur à travers l'outil, je dirais, de l'aménagement paysager, qui est donc le sujet de votre partenaire de l'école de Versailles, du Master 2 des jardins historiques. Eh bien, je vais commencer par vous présenter le site, qui est quand même un site extrêmement important pour la ville. On est ici. Alors, sous ce plan de synthèse des remparts, de l'évolution des remparts de la ville, vous voyez, les petits carrés blancs sont les différentes fouilles qui ont été menées jusqu'à maintenant. Et vous voyez ici ces grands trapèzes qui représentent les fouilles du centre-bourse, qui sont des fouilles qui ont couvert 30 000 mètres carrés de surface au moment, en 67, de la construction de ce bâtiment commercial et administratif que vous verrez tout à l'heure. Ces fouilles ont permis, en 67, donc les fouilles sont étendues entre 67 et 83, l'année de l'ouverture du musée d'histoire de Marseille, sous le site d'ailleurs, de clarifier et définitivement arrêter la position des remparts de la ville avec l'identification, on le verra, des remparts archaïques, donc avant le 6e siècle de notre ère, les remparts classiques sont très visibles, puis les remparts hellénistiques, ainsi que les aménagements impériaux de ce qu'on appelle la corne du port, qu'on verra tout à l'heure. Eh bien, les remparts sont ces traces-là bleues. Vous voyez ici les Lacidons, la calanque du Vieux-Port, la ville de Marseille, le nord, le Mistral, il vient par là. Et aussi, bien sûr, les traits de côte antiques, qui n'est pas les traits de côte d'aujourd'hui. Vous savez qu'on a environ 40 cm de différence d'altitude de la mer par rapport à l'époque, je dirais, à l'an zéro, pour faire simple. En Méditerranée, en tout cas. La ville était donc sous ces promontoires, encerclée par ces remparts-là, qui persistent sous presque 700 ans au même endroit. Il s'est construit un sur l'autre. Les deux buts, les forums étaient par là, le théâtre ici. Et j'essaie de changer, voilà. On a ici une très belle maquette qui a été réalisée en 82 au moment de l'ouverture du musée d'histoire de Marseille en 83. C'est une maquette qui représente donc plutôt la ville classique. Et donc, on voit bien les Lacidons, le nord et à ma droite, ici, les promontoires, la fameuse porte, ensuite appelée porte d'Italie, avec, on la voit ici, la colline, qui est la colline de Saint-Charles, où aujourd'hui est la gare, mais qui est très connue parce que dans le deuxième livre du De Bello Civili, Giulio Cesare raconte donc la prise de Marseille, son camp étant établi sur cette colline, il attaque la ville par deux fronts, bien sûr un front de diversion là, mais surtout la porte du port militaire, et donc la porte qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui, qu'est là. Donc son camp est là, il descend dans cette petite plaine et prend la ville par cette porte, bien sûr pour neutraliser rapidement les ports militaires. Ce qui est intéressant dans cette maquette, c'est de voir bien sûr l'organisation entre l'axe, je dirais, extra-urbain, les chemins qui arrivent justement de l'Est, puis les tracés de la ville, qui est devenue ensuite la rue de la Loge. Pour ceux qui connaissent l'histoire du dynamitage du Vieux-Port, c'est tout ce secteur qui a été donc dynamité en 1942 par les occupants allemands. Donc,
nous avons ici deux autres représentations de cette ville. Les dessins de M. Golvin, à haut, qui représentent plutôt la ville à l'époque impériale, hein, donc avec notamment la construction autour de cette corne, qui en vérité n'était qu'une forme de bout de calanque, pour ceux qui connaissent les bords des mers marseillais. Eh bien, les Romains viennent durcir cette sorte de plage avec une sorte de quai bâti avec des remploirs, des mausolées qui longeaient l'axe d'entrée de la ville, que vous voyez ici. Et puis là, une représentation un peu plus sensible de M. Gassin, un peu plus tardive d'ailleurs, où on est plutôt sur la représentation de la ville, justement, grecque encore. C'est tout comme Dieu, je ne sais pas comment on la lève. Mais où on voit vraiment cette corne, donc le Lacidon est là, et cette corne qui se retourne, et qui était une sorte de plagette, au petit bout de calanque, devant la porte principale de la ville. Et voilà la vue d'aujourd'hui, hein, donc la grande digue du large, les ports comme on les connaît aujourd'hui, pour vous repérer donc les musèmes et voilà donc les aménagements qui ont été réalisés au moment de la capitale de la culture, l'hôtel de ville, et puis l'emprise de ce qu'est le site, je dirais centre-bourse, donc musée d'histoire, et les fameux jardins de vestiges, qu'elle devient aujourd'hui la première salle du musée d'histoire, une salle en plein air. Et vous voyez qu'il apparaît évidemment tout de suite la problématique de la visibilité, de la compréhensibilité de ces lieux, avant même de parler de ces objets archéologiques. Déjà, on a du mal à voir les lieux parce qu'en vérité, le site qui est là est positionné 2 mètres plus bas que les niveaux de la ville actuelle. Vous laissez tout à peu près, et la ville grandit de 1 mètre tous les 1000 ans, et les niveaux archéologiques donc antiques, ils se positionnent à environ 2 mètres par rapport à la chaussée que vous voyez ici. Donc, il y a une grande difficulté de lecture du site, et puis il y avait une grande difficulté de compréhension du site. Alors là, vous voyez des photos de Trésigny, qui était donc un des archéologues qui a fouillé dès 67, donc de ces fouilles gigantesques, qu'en vérité, non seulement sont des fouilles très importantes par rapport à ce qu'ils ont révélé, mais sont des fouilles très importantes dans l'histoire de l'archéologie urbaine française, parce que nous sommes tout au début de la naissance de cette discipline, voire la clarification de cela. Et ça donnera d'ailleurs la loi sur l'archéologie préventive, mais également ça donnera les axes qui étaient justement formalisés autour de l'archéologie urbaine comme un outil, enfin déjà comme un outil de documentation et connaissance, mais avec un axe qui visait à réintroduire les informations récoltées par ces fouilles à l'intérieur de ce qu'est l'aménagement urbain des villes. Alors, cela se fait depuis une cinquantaine d'années, mais tout cela voit sa naissance là avec un énorme débat que voit donc les ministres d'alors, donc André Malraux s'occuper personnellement du sujet, se déplacer personnellement, et les révélations de ces fouilles vont être de nature à permettre de comprendre pleinement la naissance de cette ville, qui donc trouve ici des éléments architecturaux ou de fortifications qui datent au moins du VIe siècle avant Christ. Donc, on est sur des datations extrêmement précoces. Juste pour vous contextualiser avec un clin d'œil à l'actualité, les fameuses carrières de la Corderie qu'on fait tant parler en 2017, qui s'est trouvée ici. Donc, ce sont les carrières les plus anciennes connues en France. Donc, c'est des carrières dont les premières extractions se font au 7e siècle avant Christ. Donc, on a un éventail temporaire spectaculaire, donc classique, hellénistique, puis romain.
Et ici, on voit les fouilles comme on les faisait avec le quadrillage, mais on voit apparaître effectivement au bout de ces pores-là, la fameuse corne que vous voyez ici, et vous verrez certains éléments majeurs, les fameux bassins d'eau douce, qui dans son état actuel est un ouvrage romain, mais également les tours des remparts par lesquels la ville a été prise par Jules César. Vous voyez quand même, on est sur un tas de cailloux avec une stratification de presque 700-800 ans. Ça, c'est pareil des photos des années 70. Quand on a répondu à l'appel d'offres, on a intégré dans notre équipe donc M. Trésini qui avait fouillé en 67 comme conseil, comme consultant, comme Pygmalion, si j'ose dire. Et c'était super parce qu'il se souvenait de chaque caillou, bien entendu, même de chaque arbre qui depuis a poussé. Et donc, beaucoup des images, il est décédé depuis, hélas, mais beaucoup des images que vous voyez là proviennent des fonds qu'il a versés au musée d'histoire. On voit ici les fameux murs de Crinas, qui bien sûr n'a rien à voir avec le médecin grec, mais qui porte ce nom-là et qui, lui, est la première découverte antique sur ce site, qui s'est fait en 1913, lors de la démolition de ces quartiers, et donc entre les cours Belzins, ce dessin urbain baroque qui était magnifique, qui a été détruite donc à la fin du 19e siècle pour préparer la transformation de la ville moderne, avec notamment la rue de la République, qui se fera, alors qu'ici restera un terrain vague. Mais en 1913, dans les différents travaux de démolition, ces murs est identifié dans la cave d'une maison, donc on est toujours dans les terres, hein. La rue est là, vous voyez les différences de côtes, et il est protégé en 1913. Alors il faut savoir qu'en 1913, la ville de Marseille comptait 4 monuments protégés. Alors il en comptait 7 en 1865, une première liste. Il n'en restait que 4 au moment de la loi sur les monuments historiques, parce que les 3 avaient disparu, détruits. Et lui devient le 5e monument de la ville de Marseille, le mur de Crinas. Dit le mur de Crinas. Ce n'est pas du tout le mur de Crinas, mais bon. Et voilà, là, on a ces documents de synthèse, hein, donc un document de 67, avec justement les repérages de la corne, les bassins d'eau douce, les tours des remparts, et on verra la fameuse plateforme de triglyphes, une plateforme funéraire à l'extérieur des remparts du XVIe siècle avant Christ. Là aussi, on a 3 exemples en Méditerranée des plateformes funéraires. On la verra avec ces murets décorés en métope au sol, assez déroutant d'ailleurs. On a ici, on a à Corinthe et on a à Syracuse un petit vestige de quelques mètres. Et là, on voit très mal, hélas, on a les plans des archéologues, des stratifications. Hein. Donc, on a une densité archéologique extrêmement complexe, une lecture, y compris sur le plan difficile à interpréter sans médiation. Donc, un de nos sujets, en plus, était de s'inscrire dans ce contexte urbain-là, aujourd'hui, qui est quand même assez cocasse, parce que alors là, la stratification de la ville bat son plein. On a ici la ville, donc, fin 19e, donc Napoléon III, le bord, la rue de la République, la percée de la République est là, bien sûr, la fameuse basilique, le plus célèbre architecte de Nîmes, qui est Espérandieu, donc, est là, mais surtout cet aménagement incroyable, qui est donc le centre-bourse, donc cet aménagement qui est terminé en 68 et qui, au début, devait couvrir l'ensemble des 30 000 mètres carrés de surface qui ont été fouillés. Et après l'intervention du ministre, 9 000 mètres carrés, à peu près presque 1 hectare, ont été sanctuarisés et sont devenus
à l'époque, le jardin des vestiges, qui a été aménagé dans les années 80, au même moment où ici venait à être créé le fameux musée de la ville de Marseille, qui ensuite a été réaménagé en 2013 pour la fameuse capitale de la culture, avec les projets de M. Carta que vous voyez là. Donc, un beau musée qui retrace l'histoire de la ville, un musée en plus dirigé par Fabrice Denise, qui est un directeur particulièrement actif. Et ces jardins que vous voyez là restent un tas de cailloux au milieu d'une prairie qui avait été stabilisée en termes de conservation, mais dont l'interprétation restait extrêmement difficile. L'accès au musée se faisant par cette coursive ici, enfin, un accès vraiment pas très valorisant. Là, on voit une autre vue avec les fameux axes historiques donc, de la ville antique, qui est la rue de la Loge. Vous apercevez les clochers des Accoules tout au fond. Bien sûr, notre bâtiment, il ne nous lâche jamais. À droite, on a quand même le World Trade Center. Marseille aussi a ses tours jumelles. Donc, et là, vous apercevez cette ligne-là, cette trace, si j'ose dire, qui est en vérité le tracé de la route territoriale qui menait de l'Italie et pénétrait dans la ville, dans l'axe de la composition urbaine. Et ici, la fameuse corne, l'eau de l'Acidon était à la place de l'air. Encore une vue, l'Acidon, enfin la corne du port, avec ses quais romains, impériaux même, une sorte de plateforme, il y avait sûrement une chèvre pour pouvoir décharger. Et là, vous voyez apparaître, un peu plus clairement peut-être, les remparts hellénistiques. Ce que vous voyez, c'est les remparts hellénistiques. Les remparts archaïques, qui donc étaient en terre, ils restent ici. Ils sont aujourd'hui ensevelis pour pouvoir être conservés. Et puis, on a aussi les remparts classiques, qui sont juste derrière les remparts hellénistiques. On les voit ici dans ces plans, qui est les plans projets que nous avons proposés, et où on reconnaît bien notre corne, donc avec les quais. On reconnaît ici les deux tours de la porte, qui donc fonctionnaient avec deux tours en avant-corps pour prendre en tenaille l'entrée. L'axe de la voie, donc, qui est dallé en époque impériale, les fameux bassins d'eau douce qui permet d'amener de l'eau douce au navire qui est accosté, et la plateforme de triglyphes qu'on verra tout à l'heure ici. Puis, une sorte de portique, probablement portant aqueduc, qui est longé la route impériale d'accès à la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces remparts-là, le mur de Crinas est ici, ils font 2,50 m quand même, de parements, remplissage, des boutisses, donc des remparts vraiment importants, sont anticipés à ce niveau-là par les remparts classiques. Et on les reconnaît bien parce que les remparts classiques sont bâtis avec de la pierre de Saint-Victor, qui est donc une pierre calcaire ferme, dite froide, blanche, alors que les remparts hellénistiques sont bâtis avec de la pierre pierre rose de la couronne. Merci, ça m'échappait. Parce à la corderie du coup. Pas de la pierre rose de la couronne, rose beige, qui viennent d'un peu plus loin, au bout, je dirais, du golfe de Marseille. On l'a dit, les remparts hellénistiques qui se trouvaient là, eux, ils étaient plutôt avec une assise en pierre de Saint-Victor au sol, et puis étaient plutôt bâtis en pierre et terre. Et ici, on a aussi les parties qu'on a proposées, d'où les liens avec donc Stéphanie, c'est que la difficulté et la demande aussi, les programmes, étaient de rendre plus explicites ces lieux et compréhensibles en tant qu'espace
je dirais, des transitions entre l'urbain, l'intramuros et l'extramuros, ainsi que la présentation de ces 4 ou 5 éléments majeurs, que ce soit d'infrastructure, les ports, les aqueducs, les bassins, ou d'architecture, les remparts et les musées. Et donc, le choix était d'utiliser effectivement les aménagements paysagers, les accompagnements paysagers, si on veut, pour exprimer cela. Donc, exprimer en intramuros, qui est donc les tracés des remparts, avec d'ailleurs des traitements des sols pluminéraux, avec des tuyaux qu'on a mis en place. Vous verrez un traitement sur des tratégios architecturales qu'on a mis en place pour raconter, pour compléter les lacunes des dallages, des pavages. Et puis, l'expression de cette calanque qui était la corne de l'Acidon, de cet espace extérieur, on l'a vu, hein, qui était une sorte d'Arcadie à l'époque romaine, mais qui restait quand même un espace extrêmement naturel, bien que fréquenté. Du coup, nous avons proposé, vous le verrez, des végétalisations très différentes entre l'expression de cette ligne donc, de la ville et puis les horizontales des extérieurs donc, de la ville grecque et antique. Nous avons, on le verra, gardé quelques sujets, un pin, un peuplier, 3 oliviers qu'on a déplacés, qui étaient des sujets qu'on germait à la fin des fouilles. Donc, ils n'étaient pas là au moment des fouilles, forcément, et qui ont poussé depuis, et que c'était un peu cette continuité avec cette expérience des fouilles. Ils avaient, comment dire, une importance sentimentale forte pour nos amis archéologues, parce qu'ils prenaient l'ombre pendant leur pause. Non, ils ne prenaient pas l'ombre, mais ensuite, ils l'ont vu grandir. C'était un peu les temps qu'ils passent pour eux. Donc, ces 2 sujets-là, on a souhaité les garder. Et ici, on a les perspectives qu'on avait, les préfigurations qu'on avait proposées au moment du projet, où du coup, nous proposons de rétablir l'accès au musée depuis la ville par cette grande degré que nous allons aménager, qui permet de franchir la différence de niveau et qui oriente les visiteurs sur l'axe impérial jusqu'à l'entrée du musée. Donc, en gros, on a rétabli je dirais, l'accès ou la sortie de la ville, là où elle était. Les tours étant ici et là, nous avions une petite billetterie et l'ascenseur nécessaire pour pouvoir organiser, marquer cette point dur. Et puis, la gestion de la limite avec la ville contemporaine, nous l'avons traité en nous inspirant de ce qu'on a pu voir dans des... Alors, Francesco connaît bien, dans les termes de Fréjus, les termes militaires de Fréjus à Villeneuve, où les fouilles de notre ami Pierre Esqueffon avaient montré que ces termes qui étaient en bord de mer, c'était les termes qui avaient été bâtis pour, je dirais, les officiers de la flotte qu'Octave avait pris à Antoine en 30 avant Christ et qui avait amené à Fréjus, d'ailleurs à la place de l'amener à Marseille, l'amener à Fréjus, probablement pour punir Marseille, qui avait pris les parties de Pompée. Eh bien, ces termes étaient accompagnés d'un jardin linéaire, comme ça, où les analyses des ensemencements montraient une alternance des cyprès et des taupières, très linéaire, comme ça, qui organisait des sortes de restanques ou de lignes coupe-vent d'ombre qui longeaient la plage. Donc, on est allé chercher cette référence-là pour manifester les remparts qu'on n'allait pas rebâtir avec cette ligne de cyprès qui seront en réalité des cyprès d'Italie. Là, vous avez des cyprès de Provence dans les dessins, alternés avec des taupières basses et qui d'ailleurs nous permettent de gérer les circulations des personnes qui ne marchent pas bien ou qui sont sous chaise roulante. Voilà l'image que je vous avais vue et
Et la réflexion s'est posée aussi sur comment on exprime l'eau de cette corne du port qui était à nous, 7 mètres d'eau quand même. Elle a été sondée là aussi, les fonds, et que n'allait pas remettre à l'eau, évidemment. Et donc, nous avons proposé de la traiter toujours en enherbement, mais on a fait changer le type d'herbe et on a ensemencé avec de la Fetuca ovina glauca, qui est en vérité une herbe un peu bleutée. Alors, ce que j'ai expliqué au cabinet d'Oumer. C'est un peu bleuté. Alors, je dis qu'elle était carrément bleue. Ils ont dit oui. Il faut vraiment chercher le bleu, mais elle est moins verte que l'herbe normale. Voilà, disons comme ça. Mais voilà, mais normalement, elle devrait être un peu bleutée. Alors, je ne sais pas si c'est les entretiens marseillais qui ne marchent pas bien. Mais enfin, elle existe, une herbe bleutée. Et voilà aussi cette fameuse strate de sol, qui est si importante pour nous, où on a du coup le travail des manifestations des 2 remparts, les remparts hellénistiques, où on est intervenu en conservation et réparation avec de la pierre de la couronne, puis les remparts classiques, qui eux étaient en pierre blanche, que vous voyez ici, hein, c'est les bleus là dans les traits, et qui ont été traités avec de la pierre blanche de la Fontaine-Vieille froide. Et puis, vous avez aussi les zones de traitement des sols avec ces grands secteurs que nous allons aménager avec le traitement des stipas pour manifester cette répisylve maritime, ainsi que toute une zone, enfin 2 zones des réserves archéologiques qu'on a identifiées avec nos amis de l'ESERA, ici, là et par là, que c'est des zones qui avaient été sondées en 67, mais qui n'ont jamais été fouillées et que du coup, on a traité avec des paysagements plus libres, plus spontanés. On a pris une palette, on a mis au point la palette avec les parcs nationaux de Calanque pour avoir des essences peu demandeuses d'eau. Et du coup, on a traité ces réserves archéologiques un peu comme des friches végétales, mais des friches maîtrisées. Voilà, et ici vous avez, alors vous ne les lirez sûrement pas, donc les types de plantes qu'on a proposés avec ce travail qu'on a fait avec le bureau du parc pour définir les couvrants bas, mais également, vous voyez là donc l'accès avec la fameuse escalier, les 2 nouvelle tour, la billetterie et l'ascenseur, et puis la manifestation des remparts avec ces lignes de cyprès. Alors, les cyprès, ils sont intéressants aussi parce qu'ils ont un système racinaire qui reste relativement superficiel. Et comme on les a posés dans des sortes de bacs que vous verrez, eh bien, on a moins de risques d'avoir des racines qui descendent plus profondément et vont enquister les vestiges qui sont dessous. Et on a mis au point avec les archéologues tout de suite. Alors, on a travaillé beaucoup avec les SERA, avec donc l'équipe, ce qui restait de l'équipe qui avait fouillé à 67 et qui était avec nous. Mais également, on a introduit un gros travail de suivi archéologique de l'IRAP pendant nos travaux, qui était présent constamment et qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un suivi archéologique qui a permis de mieux comprendre notamment la plateforme de Trigny. C'est Philippe Mélinan, si vous le connaissez, c'est le grand spécialiste donc, de l'antique à Marseille. Et voilà quand même, qu'est-ce que c'est un chantier dans ce cadre-là, c'est quand même beaucoup de démontage, 5 minutes, oula, beaucoup de démontage, j'accélère, et des oliviers qui étaient là, qui avaient été plantés, que c'était le souvenir de je ne sais pas, donc qu'on a déplanté et qu'on a repositionné dans des fosses, donc des fosses qui étaient des fosses de sondage et que donc on savait stériles archéologiquement, mais vous voyez quand même les difficultés de compréhension des vestiges, d'où l'importance d'avoir avec nous Trésini.
Vous voyez aussi qu'est-ce que c'est un arbre dans un site archéologique. Un arbre dans un site archéologique, c'est l'ennemi numéro un des archéologues. Donc, on a dû quand même bien débroussailler les fameux murs de Crinas, qui est là, et le démarrage des traitements, des assainissements qu'on fait en pied des murs, là. Nous avons rétabli l'épaisseur du rempart hellénistique derrière les murs de Crinas. Vous verrez avec une découverte assez saisissante, donc des fonds de taille, des maçons qui ont construit les murs et qui laissaient leurs déchets de taille là et qu'on a présenté avec un facsimilé. Voilà, vous voyez les labours du port, vous voyez les dallages donc impérial du bassin d'eau douce, ce très grand bassin qui est dallé, les plafonds entièrement dallés. On a fait un relevé 3D de cela et c'est un grand sujet de conservation parce que bien sûr, la cristallisation des sels s'est faite sur cette surface des dalles et ils étaient en train de dispoimer d'une façon inquiétante avec des déformations. Alors, tout le monde nous disait, mais c'est l'eau qui remonte du sol, etc. En vérité, pas du tout. Les CICRP, les centres interrégional de recherche et de conservation du patrimoine, ils nous ont accompagnés. En vérité, les bassins étaient creusés dans une poche d'argile et en vérité, donc, il est étanche par cette poche d'argile et c'est de l'eau de pluie qui reste donc emprisonnée dans les bassins et qui, en évaporant, fait cristalliser les sels dans la surface. Donc, le choix était de construire un facsimilé du dallage à partir du relevé 3D que vous voyez là en train d'être posé avec les différents tests de layage, les facsimilés en taille et en position, parce qu'on a le relevé 3D, donc les dalles sont identiques en taille, les déformations sont reproduites et tout cela est positionné très clairement à 30 cm plus haut, et il devient la surface sacrificielle d'évaporation de l'eau. Donc, c'est lui qui maintenant voit les sels cristallisés et non les dallages. Cela a été vraiment une réflexion longue avec la conservation régionale. On s'est beaucoup interrogé sur un parapluie aussi, mais en vérité, les parapluies n'empêchent pas à l'eau d'évaporer. Et finalement, cette philosophie sacrificielle, qu'on verra aussi dans les triglyphes, nous a un peu guidés, c'est-à-dire qu'on a mis en place des éléments qui se sacrifient à la place des vestiges. Bon, là, je vais un peu plus vite, on voit les labours des champs, on voit nos fameuses jardinières qu'on a traitées avec une finition bronze. Donc, vous verrez l'escalier en marbre, les jardinières en bronze, c'est des références un peu comme ça, des évocations de la statuaire, bien sûr, hellénistique, puis romaine. Ces jardinières qui sont posées sous des barrettes, qu'on a pu poser chaque fois qu'on trouvait un élément, à un moment donné, il y avait un dolia, donc on a pu déplacer la barrette avec beaucoup de liberté en chantier pour échapper aux vestiges, et c'est là, toujours avec un archéologue devant, un archéologue derrière. Voilà les différents tests, à la fois des traitements des sols, de ces tuyaux, des sols en tuyaux, et donc très respirants, naturellement hydrauliques. Puis, ce que je vous disais, cette réflexion autour du complément des lacunes des sols antiques. Et on a produit cette forme de tratteggio architectural où, avec les mêmes types de pierres, on vient de poser cette sorte de barrettes, enfin, d'éléments qui viennent compléter les lacunes dans la même tonalité sans créer une confusion avec les dalles anciennes. Donc, vous les voyez ici, avec l'escalier, les fameux compléments des lacunes, les tratteggio, les stipas qui poussent, j'ai fini, l'escalier monumental, qui est un porte-à-faux, bien sûr, donc c'est une sorte de balcon géant. Ah, mais du coup, je ne parle pas de triglyphes. Voilà, c'est fini. Les triglyphes, quand même, est quand même fabuleux, parce que c'est quand même cette plateforme où étaient intégrés des amphores
funéraire ici, sûrement une petite statuaire au milieu. Donc, vous voyez les fameux donc, haras sacrificiels là. Donc, vous voyez quand même, c'est assez déroutant de voir ces métopes haras le sol. Et on a, lors des fouilles trouvées, enfin, lors des suivis des travaux, la fameuse escalier qui permettait de passer, comme on était en pente douce, de la plateforme à la rue. Le triglyphe a été percuté en époque médiévale par un fossé, qui donc l'a arraché pour entière ici. Et donc, on a complété la figure avec cette tôle qu'on a déjà vue et qui complète les parties maçonnées qui sont en place. Et les végétales que j'évoquais, avec les fameux palettes végétales qu'on a mis en place avec les parcs. Alors ça, c'est des reconstitutions archéologiques des navires qui ont été trouvés dans la corne du port dans les années 70. Et dans l'échelle, les fameux allées des cyprès, sachant que là, vous voyez, il y a un qui est mort, c'était juste à la fin du chantier, il faisait une chaleur folle. Voilà, les palettes, les fameuses stipas qui viennent exprimer cette répiscive à l'extérieur des remparts et en rive de mer et qui font un nappage général. Et puis les réserves archéologiques que vous voyez là, qu'on a laissé presque en friche avec des petits éléments qui sortent végétaux, qui tombent un peu les dessous. Mais également, on a pu faire un facsimilé du front détail que vous avez là. Ça, c'est l'emprise du rempart hellénistique avec ses boutisses. Et la médiation avec ces petits présentoirs que vous voyez là. La maquette du site à l'entrée. Voilà, donc l'éclairage nocturne. Alors, en vérité, il y a tellement de lumière du centre commercial qu'on avait presque l'éclairage suffisant pour les vins luxe, on les avait presque sans avoir besoin d'éclairer. Donc, on a mis en place ces lanternes qui sont posées au sol et qui maillent un peu les emprises des éléments du port et de la voie, la tour penchée, et voilà les ports comme ils se présentent aujourd'hui, l'entrée de ville comme il se présente aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé du retard. Merci.